Allez, nous allons commencer. Donc, bonjour tout le monde. Merci de nous retrouver pour ce webinaire concernant la campagne des 2 appels à projets annuels. Donc, la campagne commence demain. On est très heureux, toute l'équipe de pilotage du dispositif Culture Santé Handicap et Dépendance, de vous retrouver. Donc, depuis 2016, la création de l'Occitanie, notre convention régionale a été renouvelée une fois, le 20 octobre 2020, entre la DRAC et l'ARS Occitanie, afin de continuer à définir une politique commune de développement de la culture au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux. Cependant, une politique culturelle ne s'improvise pas et nécessite de mettre en place des interlocuteurs identifiés à tous les niveaux. Donc, je vais commencer par vous présenter l'ordre du jour. Donc, nous allons vous faire la présentation du dispositif à l'aide de ce PowerPoint, ainsi que de la campagne des appels à projets annuels pour 2022 et tous les outils qui sont mis en place et les actions de la Mécano pour aider et accompagner à la construction d'un projet culturel au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux. Voilà, à 10h30, ce sera donc les questions des participants qui seront prises en charge par les intervenants. Et la fin de ce webinaire se fera à 11h30. C'est parti. Je me permets d'intervenir sur la question des questions, effectivement. Moi, je suis derrière mon écran et donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Je vais les récolter et puis à la fin, je les transmettrai aux différents intervenants. Donc, n'oubliez pas de bien garder vos micros fermés pour que seulement les questions soient posées sur le chat. Merci beaucoup. Eh bien, une petite slide sur la gouvernance du dispositif. Vous l'aurez compris, ce dispositif est pris en charge à part égale par l'ARS et par la DRAC. Vous avez donc 2 référents du dispositif, un pour l'ARS qui est Sylvie Auriac et donc moi-même pour la DRAC, et naturellement la Mécano qui est le pôle régional de ressources. La directrice est Anne-Marie Casadé et la chargée de mission Gabrielle Giraud, que vous venez d'entendre, a récolté l'ensemble de vos questions concernant l'ensemble de vos questions, tout simplement. Donc là, vous avez un petit schéma qui vous explique un peu le rôle de chacun et comment tout est concentré pour vous aider à déposer des projets le mieux possible. Bonjour, je suis Anne-Marie Casadei, donc avec ma collègue Gabrielle Giraud. Nous sommes là pour vous accompagner effectivement. Alors, qu'est-ce que la Mécano? La Mécano est une plateforme de coopération, d'échange, de formation d'information, de valorisation à votre service, vous, porteurs de projets Culture, Santé, Handicap et Dépendance, et à l'échelle de toute la région Occitanie. Donc, il y a évidemment dans ces missions la gestion du dispositif sous le pilotage de l'ARS et de la DRAC Occitanie, mais aussi l'animation des réseaux, c'est-à-dire les actions d'information sur différentes thématiques, la constitution et l'animation de comités départementaux que nous commençons à mettre en œuvre, un travail en réseau avec les conseillers DRAC et ARS, et aussi la participation au réseau national Entre-là, qui est le réseau national des centres Art Santé. Il y a aussi une mission de consolidation des compétences de conduite de projet. Donc, ce sont des accompagnements individuels et collectifs des porteurs de projets. Il y a les ateliers et les manettes. Donc, j'en n'en dis pas plus parce qu'on va développer ça un peu plus tard. De même que la mallette Culture, Santé, Handicap et Dépendance, dans laquelle vous pouvez trouver beaucoup de fiches pratiques. Nous valorisons effectivement également le dispositifs et les projets qui se mènent en région Occitanie via la plateforme Culture, Santé, Handicap et Dépendance, via le Facebook du dispositif et de la Mécano. Alors, on poursuit avec les objectifs du
dispositif. Vous savez que dans le cadre de la convention entre l'État et l'ARS, il a été acté de développer une politique culturelle au sein des établissements de santé et médico-sociaux. Là, il faut des moyens et les moyens ont été rassemblés par la DRAC et l'ARS puisqu'un budget global de 490 000 € pour la région est réuni. Ce projet, l'ensemble de ces crédits se subdivise en 3 sous-ensembles. Vous avez une enveloppe de 190 000 € qui est fléchée sur l'appel à projet Culture Santé, une enveloppe également de 190 000 € fléchée sur l'appel à projet Handicap et Dépendance, une enveloppe de 40 000 € est fléchée sur l'appel à projet biannuel Projet Structurant. Et enfin, vous avez une enveloppe indispensable qui est fléchée vers la mécano de 60 000 € qui permet donc de vous accompagner dans le dépôt de vos projets et une enveloppe de 10 000 € pour la communication. Les projets retenus bénéficieront dans le cadre de l'enveloppe financière prédéterminée pour soutenir ces actions d'un financement maximal de 60% du total du budget prévisionnel présenté par l'établissement ou par les acteurs. Ça veut dire tout simplement que la subvention octroyée par projet peut atteindre jusqu'à 60% du total du budget. Le financement complémentaire sera naturellement assuré directement par l'établissement avec les contributions possibles de d'autres ressources publiques ou privées. Alors, les perspectives de ce dispositif, elles sont nombreuses parce que c'est un dispositif vivant qui évolue d'année en année et que l'on a voulu enrichir naturellement par des actions de formation qui vont vous permettre de déposer des projets dans ce cadre-là. Donc, en octobre, on reprend les manettes. La Mécano va vous détailler un peu le contenu de ces petits temps de formation qui vous sont proposés. 3 demi-journées d'ateliers ont été, de montage budgétaire d'un projet, ont été actés entre les référents ARS, DRAC dans les territoires suivants, les Hautes-Pyrénées, le Lot et la Lozère. Vous verrez que ces territoires ont été choisis des critères statistiques, puisque ces 3 territoires ont tout simplement eu un dépôt de dossiers assez faible. Donc, il s'agit pour nous, pour le comité de pilotage, de réunir l'ensemble des acteurs pour former, pour informer aussi sur le dispositif. Et enfin, 2 journées régionales sur les financements privés, le 19 novembre à l'hôpital Marchand à Toulouse et le 25 novembre à l'ESAT, la Bulle Bleue à Montpellier. Sylvie, il faut que tu rallumes le micro. Excusez-moi, oui, je disais Sylvie Aurillac de l'Agence régionale de santé Occitanie. Je reprends la parole pour vous présenter le calendrier des appels à projets annuels du dispositif Culture Santé, Handicap et Dépendance. Donc, le lancement des appels à projets se fait demain, 15 octobre 2021. La clôture est prévue au 31 décembre 2021. Donc, l'instruction des projets, la tenue des commissions pour les 2 chantants sanitaires que handicap et dépendance, à savoir médico-social, se fera en mars 2022. La mise au paiement des projets courant mai 2022 et ensuite le suivi des projets et leur évaluation court jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors, pour revenir aux éléments statistiques et pour éclairer un peu le choix des 3 territoires sur lesquels on va faire plus particulièrement des actions de sensibilisation, de formation, on vous a mis là un petit peu la synthèse des dossiers déposés aussi bien en culture santé qu'en culture handicap. Donc, vous verrez aisément que le Gard, la Haute-Garonne et l'Hérault, alors dans des classements différents, se partagent quand même beaucoup l'enveloppe du dispositif. Et comme on dirait qu'il y a un critère quand même d'équité territoriale dans ce dispositif, il est quand même important que les autres départements aussi déposent des projets, d'autant que la région est quand même riche en établissements sur tous les territoires. Donc, voilà, ces statistiques seront à votre disposition, évidemment, sur les sites et téléchargeables si vous avez envie d'en savoir plus.
Alors, on a parlé tout à l'heure des manettes. Alors, je rappelle un petit peu ce que c'est. Ce sont des espaces collectifs d'interconnaissance, d'échange d'informations, de bonnes pratiques, de conseils et d'accompagnement. Tout professionnel du domaine culturel et artistique ou tout professionnel du domaine sanitaire ou médico-social peut y assister. Alors, vous avez là le calendrier des manettes qui accompagne les projets 2022. Donc, vous voyez qu'elle commence bientôt, le 28 octobre 2021, et elles vont jusqu'au 23 décembre 2021. C'est-à-dire, elles couvrent vraiment cette période d'élaboration du projet. Ensuite, il faut signaler que la manette du 25 novembre se déroulera en présentiel. Bon, on la mettra quand même aussi en visio, hein, pour ceux qui veulent suivre quand même cette manette-là. Elle se déroulera à la Bulle Bleue à Montpellier. Sur les thématiques abordées, donc, il y a les facteurs de réussite et les points de vigilance, les dynamiques de mutualisation et les forces du partenariat, les budgets et recherche de financement, les outils de collecte, valorisation et outils d'évaluation, ce qui est très important, le projet d'établissement et projet culturel. Alors, ces ateliers sont des rendez-vous, mais sur inscription. Effectivement, ils sont collectifs et gratuits. Ils sont animés par la mécano, mais aussi par des invités qui sont plus particulièrement pertinents sur les thématiques qui sont abordées. Le nombre de participants est limité à 20 personnes par ordre d'inscription. Ça, c'est pour la qualité du travail. L'inscription s'effectue en ligne sur un formulaire qui est disponible une semaine à l'avance. Une semaine avant la date qui est citée sur le calendrier précédent, vous trouvez le formulaire et le lien de la plateforme de connexion vous est communiqué la veille par mail. Tout professionnel est bienvenu. La participation n'est pas liée au stade d'avancement du projet, donc il ne faut pas hésiter, quand on commence à avoir l'idée d'un projet, à venir assister aux manettes. Alors là, j'aimerais vous présenter rapidement, encore une fois, puisque c'est téléchargeable, la mallette culture, santé, handicap et dépendance qui a été élaborée, évidemment, sous validation de la DRAC et l'ARS, mais aussi avec la Bulle Bleue de Montpellier, les arts artistiques, la Bulle Bleue. Donc, vous trouverez dans cette mallette des fiches pratiques pour vous aider à monter vos projets. Vous y trouverez des éléments de conduite et de suivi de ce projet, vous rappelant les bonnes pratiques dans un établissement, pour monter un projet culturel dans un établissement culturel, dans un établissement sanitaire ou médico-social. On vous a mis là tous les points que vous trouverez, toutes les fiches que vous trouverez dans cette mallette culture, santé, handicap et dépendance. Vous voyez que ça, il y a les objectifs, les facteurs de réussite, les points de vigilance, les bénéfices, pérennisation et jumelage. Aussi, dans la rubrique projet d'établissement et projet culturel, la définition du projet culturel, l'opportunité, la temporalité, la faisabilité, les démarches transversales possibles. Et au niveau de l'évaluation, les intérêts de l'évaluation, les démarches, la valorisation, les outils de collecte et les retours d'expérience. Voilà, vous avez là, ça couvre un peu tous les champs, toute la chaîne, un petit peu, que vous aurez à parcourir lors du montage du projet, mais aussi après. Eh bien, je remercie Anne-Marie pour la présentation de ces outils. Hein, vous l'aurez compris, que ce soit les manettes, que ce soit la mallette, l'ensemble de l'équipe d'animation du dispositif a réfléchi à des outils pour vous accompagner dans le dépôt et dans la construction de vos projets. Donc, n'hésitez pas à solliciter la mécano, n'hésitez pas à aller à la rencontre de vos conseillers de proximité. Vous savez que par département, vous avez un conseiller en action culturelle et territoriale et un référent ARS du dispositif. N'hésitez pas à les solliciter. Ils sont les premiers contacts dans l'organisation de vos projets. C'est important.
Donc, le temps de présentation des outils du dispositif s'achève et je crois que le temps des questions arrive et je rends peut-être la parole à Gabriel pour nous partager quelques interrogations des personnes qui ont assisté donc, à cette petite présentation. Oui, alors j'ai d'abord une question et Vivien, tu viens de commencer à y répondre, c'était sur les interlocuteurs. C'est-à-dire que là, pour la DRAC, tu as rappelé les interlocuteurs qui étaient importants, et c'est-à-dire ceux en proximité, donc les conseillers action culturelle d'abord des territoires et puis ensuite toi en tant que conseiller sur le référent, en tant que conseiller référent sur le dispositif. Il y avait une question sur les interlocuteurs à l'ARS. Donc, est-ce que Sylvie peut préciser ce point-là? Oui, alors pour les interlocuteurs de l'ARS, effectivement, dans chaque département, les établissements, qu'ils soient sanitaires ou médico-sociaux, ont des interlocuteurs privilégiés. Donc, c'est à eux qu'il faut qu'ils s'adressent et le cas échéant, ils peuvent également me contacter si nécessaire, mais je pense qu'il faut rester dans la relation privilégiée du département. Mais après, bien sûr, on se tient, toute l'équipe de pilotage, y compris donc et surtout notre partenaire, la Mécano, on se tient à leur écoute pour toute question éventuelle. Effectivement, la mécano est voilà, aussi l'interlocuteur privilégié pour le montage de projet et l'accompagnement, comme on l'a dit tout à l'heure. Très bien. Alors ensuite, j'avais une question, alors là, de manière plus pragmatique, pour revenir sur les critères d'éligibilité des appels à projets, puisque du coup, on a parlé du calendrier, mais voilà, il y avait une volonté de revenir un peu plus précisément sur les critères d'éligibilité. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole sur ces points-là? Pour répondre, on peut faire une réponse collective. Gabriel, vous me compléterez si je oublie certains critères. Alors, commencer par le critère de l'équité territoriale, je crois que c'est celui qu'avait rappelé Anne-Marie. Hein. Donc, l'ensemble du dispositif veille à ce qu'il y ait au moins un projet par territoire, hein, quand les territoires naturellement déposent. Donc, ce critère d'équité territoriale, il est important. Hein. C'est un dispositif qui doit vraiment, excusez-moi l'expression, mais toucher l'ensemble hein, des départements qui constituent la région. Un des critères aussi du choix, c'est la nouveauté des projets présentés. Hein. Les projets présentés chaque année de la même façon avec les mêmes interlocuteurs au bout de 3 ans, mais ils ne seront pas prioritaires. Ça, c'est vraiment, je rappelle hein, que cet appel à projets, ce sont des projets qui doivent faire levier au sein des établissements pour mettre en place des politiques culturelles. On est vraiment sur cet objectif-là. Donc, on a le critère de la nouveauté et des projets importants. La qualité du projet, hein, c'est-à-dire les acteurs culturels sollicités, c'est un des critères qui est nous analysons. Hein, pour la DRAC, la qualité du projet artistique, il est important. La co-construction du projet entre les équipes, les établissements culturels et les établissements de santé ou médico-sociaux, c'est la base. Et cette co-construction, c'est vraiment un critère primordial que je vous invite vraiment à travailler bien en amont. Un bon projet, c'est celui qui aura été co-construit dès le départ. Ça, c'est, on peut le dire. Gabriel, j'oublie peut-être un critère. Oui, juste Sylvie de l'ARS, vous retrouvez tous ces critères d'éligibilité dans le cahier des charges qui est mis à disposition tant sur le site de l'ARS que sur le site de la DRAC, y compris sur le site de la Mécano. Donc, vous retrouvez tout cela dans les cahiers des charges du dispositif. Donc, il y en a deux. Il y en a un pour le champ handicap et dépendance, pour le médico-social, et il y en a un pour culture sanitaire, pour le champ sanitaire. Culture santé pour le champ sanitaire. Si je peux me permettre, donc Anne-Marie de la Mécano, si je peux me permettre, Sylvie, ce serait bien de revenir un peu, il me semble, par la voie de l'ARS sur les critères d'éligibilité des établissements. Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, les critères d'éligibilité pour les établissements, donc il faut être un établissement médico-social ou sanitaire, donc public ou un ESPIC ou associatif. Les établissements à vocation sociale et les établissements privés à but lucratif sont éligibles à la seule condition d'être associés à un établissement principal.
lui-même éligible qui sera porteur du projet. L'établissement s'engage dans une politique culturelle pérenne, notamment en privilégiant l'inscription du volet culturel dans la politique générale des établissements, donc ce qu'on appelle le CPOM, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Il s'agit encore d'impliquer les différents acteurs de la structure dans cette démarche, à savoir les instances décisionnelles et consultatives, les directions, les équipes médicales, les équipes paramédicales, le personnel administratif. L'établissement devra également désigner une personne référente pour le programme culturel, pour le suivi et la gestion du programme culturel, autre que l'intervenant culturel, afin d'assurer le suivi du projet et d'inscrire la dimension culturelle dans le projet d'établissement et dans la continuité. Un projet réfléchi, c'est mieux, et concerté, garantit sa réussite. Donc, il faudrait impliquer toute la communauté institutionnelle de l'établissement, faire l'objet d'une information aux instances de l'établissement, ça c'est vraiment très important, éviter les initiatives isolées ou ponctuelles, les interventions qui ne seraient qu'une succession d'animations ne relevant pas de la dynamique institutionnelle. Un projet mutualisé doit être porté par un seul établissement, mais construit sur la complémentarité entre les établissements partenaires du projet, sur des axes comme l'interaction entre les publics, le partage de lieux et le moyen humain et technique, la mutualisation de supports de communication. Donc voilà, c'est à peu près l'ensemble des critères demandés. Et toujours pareil, vous les retrouvez sur le cahier des charges de chacun des appels à projets. Je me permets juste de revenir sur un critère très important, c'est celui de l'éligibilité de l'établissement. Vraiment, j'insiste sur les porteurs de projets de commencer par vérifier ce critère, parce que travailler un projet avec un acteur culturel pendant quelques semaines ou quelques mois et se rendre compte, une fois que le projet a été construit, que l'établissement n'est pas éligible, c'est un peu cruel pour les acteurs culturels. Donc, le premier critère à vérifier, c'est celui de l'éligibilité de votre établissement au dispositif. Et je me permettrai d'ajouter un dernier point sur ces critères d'éligibilité, c'est vraiment la place des usagers, résidents ou patients qui doivent être au cœur du projet. C'est vraiment l'entrée d'artistes à l'intérieur des établissements pour travailler avec les patients, usagers ou résidents. Et voilà, ça aussi, c'est un critère qui est très important puisqu'ils doivent être mis en action artistique. Voilà. Ce dispositif n'a pas vocation à soutenir de la diffusion de spectacles d'artistes professionnels. C'est vraiment, les usagers résidents ou patients doivent être au cœur du projet artistique qui est monté. Alors, est-ce que tout le monde, sur les questions de critères d'éligibilité, tout le monde a parlé DRAC et ARS? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Non, je n'ai pas l'impression. Alors ensuite, sur les questions, du coup, on continue sur cette question d'éligibilité, puisque quelqu'un demande, est-ce que le CMP est une structure éligible? Alors, le CMP, je ne sais pas ce que c'est. Centre médico-psychologique. Voilà. Sylvie, est-ce que… Alors, oui, est-ce que cet établissement est un établissement médico-social public? Est-ce que c'est un… Oui. Pardon? Est-ce que c'est un ESPIC ou associatif? C'est la question qu'il faut se poser. Il me semble que les CNP sont éligibles, mais je laisse répondre la personne qui a posé la question. Mais oui, si tant est que ce soit un établissement médico-social public. Un établissement de santé rattaché, il me semble que les CNP sont rattachés au CHU. Je suis d'accord, mais il y a également des établissements privés, Vivien, si je peux me permettre. C'est pour ça que j'insiste. Merci.
Donc, en fait, effectivement, on ne peut pas répondre de manière générale sur un CMP. Il faut avoir vraiment la structure en elle-même et voir sa structuration presque juridique et son rattachement. Donc, sur cette question, Absolument. c'est Madame Julia qui a posé cette question. Donc, voilà, il faut interroger son rattachement. Alors, voilà. Voilà, elle peut nous contacter pour qu'on lui précise si oui ou non elle est éligible au dispositif. Tout à fait. Alors, on continue sur les questions d'éligibilité. Quelqu'un demande si la demande peut être portée par un musée ou doit-elle être portée par un établissement médico-social. Alors, pardon, Gabriel. Non, je te laisse répondre, pas de souci. Je trouve que c'est une bonne question parce qu'il y a deux portages différents. L'appel à projet Culture Santé, c'est l'établissement de santé qui porte le projet, qui va déposer le projet, qui va recevoir la subvention. Dans le cadre de l'appel à projet Handicap et Dépendance, c'est plutôt l'acteur culturel qui porte le projet, qui va recevoir la subvention. Et tout cela a été, cette construction administrative a été pensée dans un but de simplification. C'est-à-dire, vous l'aurez compris, pour éviter que le porteur, chaque porteur touche des moitiés de subventions provenant de l'ARS et de la culture, il a été décidé que Culture Santé, c'était l'établissement de santé qui portait la subvention et qui recevait la subvention via l'ARS, et pour handicap et dépendance, c'est l'acteur culturel qui porte le projet et qui reçoit la subvention de la DRAC. J'espère avoir été clair dans mon explication. Dites-moi. Non, mais je me permets, Viviane, de te dire, je pense que tu as été très claire, mais de rajouter que ça implique souvent une convention entre tous ces acteurs. Alors, quand c'est médico-social, c'est versé à l'acteur culturel, si je devais résumer de manière très pragmatique ce que tu as dit. C'est-à-dire quand c'est un projet culture, handicap et dépendance, la subvention est versée par la DRAC à l'établissement culturel. Quand c'est un projet culture santé, la subvention est versée à l'établissement sanitaire. Mais cela n'empêche pas de passer des conventions entre les différents acteurs. Sylvie, tu voulais rajouter ? Madame Casadei, un petit peu. Oui, pure Anne-Marie, donc j'ai fini, voilà ce que tu disais. J'ai vu Gabriel, si tu as d'autres questions. Oui, alors je me permets juste de finir sur cette question de portage de manière pragmatique lorsque vous allez devoir déposer votre dossier, c'est sur la plateforme Démarche simplifiée que cela se passe. Et vous pouvez remplir le dossier à plusieurs, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même un porteur, mais voilà, plusieurs personnes peuvent remplir le dossier, ce qui permet vraiment de faire une co-construction ensemble. Sur cette plateforme, vous pouvez rentrer vos adresses mail et remplir le même dossier ensemble, ce qui permet vraiment d'être quand même dans la co-construction, même sur le projet tel qu'il est rédigé et déposé auprès de l'appel à projet Culture Santé ou Culture Handicap et Dépendance. Alors, on est toujours sur ces questions d'éligibilité puisque… Pardon Gabriel, je pense qu'il est important de mentionner que sur le portail démarche simplifiée, le dépôt de projet reste en brouillon jusqu'au moment où les personnes décident de le valider une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que ce projet qui est rempli par plusieurs personnes reste à l'état de brouillon tant qu'il n'y a pas effectivement de validation définitive. Et je me permets aussi de rajouter, vous pouvez le modifier jusqu'au 31 décembre, c'est-à-dire qu'on le laisse ouvert jusqu'à la clôture. À partir du 31 décembre, c'est fermé pour tout le monde, mais même si vous le remplissez en brouillon à plusieurs, vous le soumettez, mais même quand vous l'avez soumis, vous pouvez encore rajouter des choses. C'est une plateforme où vous pouvez nous écrire dessus. Enfin, voilà, donc c'est très vivant. Donc effectivement, il y a un travail de co-construction long jusqu'au 31 décembre, dernier délai où là, voilà, il faut vraiment avoir soumis avant. Donc il y a encore plusieurs questions sur cette question d'éligibilité. Donc, on me demande de confirmer que les GEM ne sont pas éligibles. Donc ça, alors, Sylvie de l'ARS, donc non, je suis vraiment désolée, mais les GEM ne sont pas éligibles puisque ce ne sont pas des établissements sanitaires ou des établissements médico-sociaux, mais ce sont des associations pour lesquelles l'ARS verse une subvention
pour les aider à payer un loyer et des animations. Ok, donc non, les GEM ne sont pas éligibles dans le cadre de ce dispositif. On me demande si une PFR est éligible. Alors là, pareil, je me tourne vers Sylvie de l'ARS. Alors, une PFR, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne connais peut-être pas tous les établissements, je ne sais pas. Madame Si on peut si vous pouviez nous préciser. Je vais chercher en même temps, mais c'est vrai que... en attendant, Madame Jourdan, si vous pouvez nous écrire, en attendant, je vais passer encore à une autre question qui concerne ce point-là. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la subvention est versée à l'intervenant pour les établissements médico-sociaux? Donc ça, c'était la question pragmatique. Alors, oui, je réitère. Alors, c'est à l'intervenant ou à l'opérateur culturel. Hein. Vous savez que les projets sont co-construits entre les équipes issus des établissements médico-sociaux et l'acteur culturel ou l'artiste. C'est par souci de simplicité administrative. Simplement, nous versons la totalité de la subvention qui est prise à part, qui est normalement constituée à part égale d'une subvention ARS, d'une subvention DRAC. Et donc, par simplification administrative, pour vous éviter de faire 2 dossiers auprès de l'ARS et de la DRAC, vous ne ferez qu'un dossier auprès de la DRAC. Ça ne change rien dans l'accompagnement, si ce n'est que la subvention est fléchée vers l'opérateur culturel ou l'intervenant et que l'établissement deviendra compléter la part de la subvention en versant sa part à l'intervenant ou l'acteur culturel. Ok. Alors, on revient au PFR, c'est plateforme d'accompagnement et de répit aidant aidé. Donc, là, par rapport à ces plateformes, quelle est la question? Donc, c'est éligible. Non, ces plateformes-là ne sont pas éligibles non plus. Puisqu'on est vraiment sur des établissements dits médico-sociaux. Ce ne sont pas des établissements. Je vois que la personne, pour les GEM, la condition sine qua non, c'est quand même d'être identifié comme un établissement sanitaire auprès de l'ARS ou un établissement médico-social, à savoir un EHPAD, une MAS, un FAM, un ESAT. Voilà, les GEM n'en sont pas et les plateformes aidant aider non plus. Alors, il y a une question sur la plateforme démarche simplifiée, à savoir, une fois que le dossier est déposé, est-il possible d'avoir notre propre projet en format PDF? Je suppose que c'est possible, puisque la plupart du temps, il y a tout en haut de la barre des onglets des icônes. Et il y a une icône qui a une forme d'imprimante sur laquelle, normalement, on peut cliquer et on peut exporter son propre dossier. Donc, voilà, c'est une manipulation que je vous invite à faire, puisque, effectivement, parfois, voilà, ça peut être important d'avoir ça dans ses archives, notamment bien enregistrer les budgets, etc. aussi de votre côté, parce qu'effectivement, il y a d'abord une première étape où vous déposez votre dossier sur démarche simplifiée. Ensuite, on l'a vu, il est instruit puis étudié en commission. Suite à la commission, des notifications vous sont envoyées. Et si l'avis est favorable avec une subvention qui vous est attribuée, vous devez remplir un document CERFA et parfois d'autres documents, soit auprès de la DRAC si c'est l'appel à projet culture, handicap et dépendance, soit auprès de l'ARS si c'est culture santé. Et donc, c'est important que vous ayez tous vos documents que vous aviez construits lors du dépôt sur démarche simplifiée pour remplir ces documents-là après les notifications. Donc, effectivement, pensez bien à tout sauvegarder, tout enregistrer de votre côté en tant que déposant, puisque on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais lors des appels à projets 2021, en culture santé, il y a eu 47 dépôts de dossiers et en culture handicap et dépendance, 107. Donc, de notre côté, on ne peut pas vous envoyer, si vous nous écrivez pour nous demander votre PDF, imaginez si les 150 nous demandent ça, ça représente beaucoup de travail. Donc, voilà, de votre côté, enregistrez bien vos PDF à chaque fois pour avoir une trace de votre dépôt sur démarche simplifiée. Oui, je confirme qu'il est tout à fait possible sur démarche simplifiée
d'avoir son projet en format PDF. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, si par hasard, il y a un problème avec la plateforme, enfin de gestion de la plateforme, si on ne comprend pas bien comment il faut faire pour avoir ce dossier en format PDF, ben, c'est quelque chose qu'on pourra réaborder pendant les manettes. On pourra faire un petit point juste avec un partage d'écran pour montrer comment on fait. Ça, c'est des questions voilà, qu'on pourra tout à fait voir de manière extrêmement rapide, hein. Il suffit qu'on ait un petit tutoriel et puis tout va bien. Mais effectivement, on ne peut pas envoyer, nous, 150 dossiers PDF. Pardon. Non, juste pour préciser, je crois qu'il y a une aide sur démarche simplifiée où on peut trouver le mode opératoire pour faire cela. Oui, et puis même une question posée pendant les manettes, ça peut se régler très rapidement, de dire oui, voilà, on fait comme ça, et puis on a son dossier. Je voudrais revenir, Gabriel, je ne sais pas si la question a été posée, mais souvent on nous pose la question de où trouver les ressources culturelles dans le cadre quand on monte notre projet. C'est souvent une question qui est revenue, et donc il y a deux éléments de réponse. Vous pouvez solliciter les grands labels de l'État, hein, à côté. Donc, label de l'État, c'est la scène conventionnée, la scène nationale, le théâtre de ville qui est à proximité. Et si vous avez du mal à identifier un acteur culturel, rapprochez-vous de votre conseiller de proximité, hein, le conseiller en action culturelle et territoriale. Vous allez sur le site internet de la DRAC et vous avez par département les coordonnées de vos conseillers de proximité. Donc ça, c'est vraiment la marche à suivre quand on ne sait pas quelles ressources culturelles mobiliser. Et je voudrais revenir sur la co-construction du projet, qui est, à mon sens, un préalable absolument indispensable. La co-construction du projet, elle peut être faite entre l'établissement et la structure culturelle, entre l'établissement et un artiste. Et de cette co-construction naissent la plupart du temps les bons projets. Et un projet artistique qui va être plaqué dans le cadre d'un établissement médico-social sans que les équipes aient été associées, ce sera un mauvais projet. Et un projet porté par des établissements médico-sociaux ou des établissements de santé qui veulent, j'allais dire, plutôt utiliser l'artiste comme un grand animateur, ce sera un mauvais projet. On est bien sur un projet artistique et une co-construction avec une compréhension des enjeux des uns et des autres. On est à cette articulation-là et c'est ce qui fait toute la richesse de notre dispositif. Oui, je voudrais insister là sur ce que vient de dire Vivien Chabrol. Effectivement, vous trouverez notamment dans la mallette culture, santé, handicap et dépendance les éléments de cette co-construction et des explications pourquoi c'est un mauvais projet quand c'est co-construction. Il y a par exemple la prise en compte totale des pathologies, des fatigabilités, par exemple, que seule l'équipe, je veux dire, soignante peut connaître parfaitement. Et elle va co-construire le projet en mettant aussi en miroir ces pathologies et ces fatigabilités. Je prends cet exemple-là, mais il y en a bien d'autres. C'est pour vraiment vous inviter par rapport à cette co-construction à bien lire les fiches de la mallette. De même que Sylvie mentionnait tout à l'heure, il y a une aide sur démarche simplifiée. Là, vous avez une aide pour les éléments de la co-construction. Et je me permets d'ajouter quelque chose sur cet élément de avec qui travailler comme opérateur culturel. Et effectivement, Vivien vient de donner la démarche. Il y a aussi le fait que c'est possible de travailler avec des artistes émergents. Cependant, voilà, il faut que ces artistes se fassent connaître auprès de leurs conseillers territoriaux. Donc, effectivement, c'est vraiment la première chose à faire quand on travaille avec un opérateur culturel, c'est voir avec lui s'il est connu auprès des conseillers territoriaux de DRAC, et si ça n'est pas le cas, qu'ils fassent cette démarche-là, parce que ce dispositif est vraiment ouvert aux opérateurs culturels dans leur ensemble, mais effectivement, la DRAC est impliquée, et donc il y a une nécessité d'avoir un dialogue assez ténu, enfin en tout cas proche avec les conseillers territoriaux. On peut peut-être faire, Gabriel, j'enchaîne, peut-être dire qu'est-ce que c'est qu'un projet artistique, c'est-à-dire que souhaite qu'il y ait à la fois une implication des résidents et des patients et que le projet ait été pensé par les équipes. Ce n'est pas une succession d'ateliers, c'est un processus où on va mettre le patient, le résident en situation d'acteur autour d'un projet artistique avec après une phase de restitution, facilité aussi maintenant qu'on est un peu plus
le Covid est moins, comment dire ça, Prégnant. merci de m'aider, je ne trouve plus mes mots. Voilà. Que les équipes sont moins sous pression, on peut réenvisager la circulation des publics, le dedans-dehors par rapport à l'établissement, tout ce que il y a 2 ans, on privilégiait dans le cadre de ce dispositif, circulation des publics. Alors tout ça sous réserve naturellement le respect des règles sanitaires. Hein. Là, même si la pression est moindre sur les équipes, il faut faire très attention encore aux règles sanitaires qui ont lieu. Cependant, un bon projet artistique et culturel, c'est celui qui va donc mettre en action les résidents ou les patients. C'est un projet qui aura été réfléchi et avec une phase de restitution qui s'adresse aussi, j'allais dire, à un public un petit peu plus large. Ce qu'accompagne le dispositif, c'est ce processus et cette restitution. C'est important hein, d'avoir une phase de restitution qui soit cohérente par rapport à l'ensemble du projet porté. Oui, et puis il est important de dire que la restitution, ce n'est pas forcément le spectacle. La restitution, elle peut prendre différentes formes, différents formats. Ça aussi, il faut le dire, selon le projet. La restitution est très importante, elle est essentielle. Tout ce que vient de rappeler Vivien, évidemment, est essentiel, mais ça peut prendre des formes totalement différentes, quoi. Moi, j'aimerais reprendre la parole parce que je voudrais vérifier auprès de Madame Battesti qui a posé la question concernant les gemmes. Je voudrais m'assurer qu'elle a bien compris la réponse donnée. Dès qu'elle nous répond sur le chat, je vous en fais. D'accord, donc répondez-nous par écrit, Madame Battesti, s'il vous plaît, si toutefois vous voulez que je vous réexplique ou pas par rapport aux gemmes. Il y a une autre question en attendant, et dès que Madame Battesti a répondu, je vous en fais part. En attendant, quelqu'un demande, un projet proposé doit-il être nouveau ou peut-il avoir déjà été mené, mais avec une amélioration, évolution? Eh bien, c'est une bonne question. Vous savez qu'un des critères de priorisation hein, dans le choix des projets retenus, c'est des projets qui s'inscrivent, des projets nouveaux, par des établissements nouveaux. Mais naturellement, vous pouvez représenter un projet, mais nous n'encourageons, mais peut-être en le faisant évoluer, en évitant de reproduire, de solliciter peut-être les mêmes contenus. Donc, on n'est pas en train de vous dire qu'il faut réinventer la machine à cintrer la banane chaque année, mais vous l'aurez compris, comme il y a un critère de priorisation lié au nouveau projet, on vous déconseille de présenter un même projet plus de 3 années consécutives. Cette réponse convient à tout le monde, Anne-Marie? On a Oui, l'évolution du projet est essentielle. Oui, puis c'est vrai que l'idée, c'est quand même de se renouveler autant que faire se peut, pour varier, pour différencier les projets les uns des autres. Mais sans épuiser les équipes, parce que c'est vrai que ça mobilise, hein, c'est la co-construction. Et n'oubliez pas que ces projets, ils sont là pour venir faire levier sur la mise en œuvre de politiques culturelles dans les établissements. Et après, si vous ne bénéficiez pas des crédits de l'appel à projet, vous pouvez construire des projets de moindre envergure avec l'acteur culturel de proximité. Et de dire, on dépose un dossier dans le cadre de l'appel à projet, peut-être une année sur 2, en fonction des projets ou des envies des équipes et des rencontres que vous allez faire, des rencontres avec les équipes culturelles de votre territoire. Alors, il y a une question sur les financements, puisque tout à l'heure, on l'a rappelé, la subvention maximale est de 60% du montant global. Et sur les 40%, la question était posée de est-ce qu'il y a des financements rédhibitoires, c'est-à-dire, par exemple, il parlait de la conférence des financeurs, est-ce qu'on peut faire appel à d'autres financements publics, on en a parlé, mais privés, autres? Alors là, au contraire, l'ensemble des moyens sollicités, on peut solliciter des fondations, on peut solliciter des mécènes, on peut solliciter des collectivités. Là, plus le projet, et je vais même vous dire, plus le projet aura des financeurs différents, plus vous avez de chances de voir votre projet subventionné par la commission, puisque un des critères, c'est aussi la
c'est le nombre de partenaires financiers qui soutiennent l'action. Une collectivité, un mécène, l'appel à projet, tout de suite, vous vous rendez compte que vous arrivez à un budget qui va vous permettre de financer des projets de plus grandes activités. Oui, c'est une action également que la Mécano va mener. Anne-Marie, si tu veux en parler un petit peu. Non, mais je veux dire, on va beaucoup travailler sur les recherches de financement privé et sur l'initiation d'un fonds de dotation, justement pour que ça vienne en complément des financements publics. Et surtout, c'est un outil, un levier pour la pérennisation des projets, ce type de recherche. Et ça témoigne d'un grand dynamisme, justement, quand il y a la recherche de fonds privés. Alors, tous les établissements n'ont pas les équipes forcément pour faire ce travail. C'est pour ça qu'on va vous proposer peut-être de travailler à la mise en commun des énergies pour rechercher ces financements privés. De toute façon, sur le site, vous aurez bientôt donc tout le programme des journées qui vont être organisées autour de cette thématique, de la recherche de financement. Les 2 dates ont déjà été indiquées tout à l'heure, c'est 19 et 25 novembre, et il y aura un séminaire régional, donc en janvier 2022. Mais évidemment, vous serez informés de tout ça dans le menu, si j'ose dire. Effectivement, sur le site www.culture-handicap.fr, il y a l'ensemble des informations qui sont publiées dans notre agenda, dans les événements et les actualités. Alors, Madame Battisti. Oui, voilà, sur la question des GEM, du coup, Madame Battisti a répondu. Les GEM sont pour moi un lieu où les usagers de la psychiatrie prennent soin d'eux justement par des projets artistiques. Et même s'il n'y a pas de soignants dans l'établissement, c'est fait pour que les usagers de la psychiatrie aillent mieux. Et elle continue. De plus, j'ai déjà reçu une subvention CSHD en 2020 entre le GEM de la Maison Bleue de Perpignan et la compagnie d'ici qui m'engageait comme metteuse en scène. Oui, tout à fait, Mme Battesti. C'était une erreur de notre part, ça. Et oui, je l'avais signalé. Donc, ça arrive. Hein. Est-ce qu'on vous prie vraiment de nous excuser? Mais je réitère, donc le GEM, le groupe d'entraide mutualiste, effectivement, c'est un pôle, enfin une association qui rassemble des usagers avec des problématiques d'ordre psychique. Cela étant, ce ne sont pas des établissements sanitaires qui est la condition. Vous savez, dans l'administration, il y a toujours des cahiers des charges, on est obligé d'être très bordé. Donc, ils ne rentrent pas dans le critère d'éligibilité puisque ce ne sont pas des établissements sanitaires ni des établissements médico-sociaux. Par contre, si un GEM veut participer à ce genre de dispositif, il faut qu'il soit rattaché à un établissement sanitaire pour des suivis de séances psychiatriques et demander à l'établissement sanitaire s'il peut se rapprocher d'un opérateur culturel pour monter, puisque c'est ouvert aux établissements sanitaires, pour monter un projet. Ça, c'est tout à fait faisable, par contre. Je me permets, Sylvie, hein, tout simplement, Madame Battesti, vous l'aurez compris, ça vous demande une formalité administrative complémentaire. Vous pouvez bénéficier de l'action, mais il faut vous rapprocher d'un établissement de santé pour construire cette action et pour que l'établissement le porte avec non, ce n'est pas ce que je dis, Vivien. Je dis que chaque usager de l'association du GEM, normalement, doit suivre des séances de psychiatrie au sein d'un établissement sanitaire si il en ressent le besoin. Et que par ce biais-là, mais ce n'est pas le GEM, ce sont les usagers, et que par ce biais-là, si l'établissement sanitaire veut mettre en place un projet culturel par le biais du dispositif, l'établissement sanitaire, lui, est éligible. Oui, et donc je réitère et je réaffirme ce que je viens de dire. L'établissement sanitaire qui porte donc le projet peut tout à fait associer le GEM comme étant une structure associée au projet à mettre en œuvre. Non. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Je pense que si.
puisque dans le cadre du dispositif, nous pouvons rattacher une structure qui n'est pas éligible en première instance. Ce n'est pas une structure, c'est une association. Oui, nous pouvons la On le rattacher. vérifiera, Madame Battesti, on le vérifiera et on reste en contact avec vous. On va peut-être continuer dans les questions si Gabriel, tu… Alors, j'ai une question de calendrier. Quelqu'un qui demande si le calendrier présenté tel qu'on l'a présenté sur, sur une slide suppose que le projet soit mené exclusivement entre mars, donc le moment de la commission, et décembre 2022, évaluation du projet. Alors moi, je peux commencer à répondre. Effectivement, les appels à projets sont en fonction des années civiles. Et donc, normalement, c'est entre janvier et décembre 2022. Effectivement, la commission est en mars, donc vous pouvez décider de décaler un petit peu votre projet, commencer en mars, en mai, en juin. Voilà. On peut peut-être dire, Gabriel, que il y a la règle et il y a ce qu'on vous préconise. La DRAC n'encourage pas la mise en œuvre des projets avant que vous ayez eu la certitude d'être accompagné financièrement. Donc, vous pouvez développer vos projets de mars à décembre 22 et même certains projets peuvent glisser au tout début de l'année 23 si jamais vous pouvez porter aussi vos projets des projets financés sur l'année budgétaire, sur l'année 22, peuvent courir de septembre 22 jusqu'à mars 23. Ok, merci beaucoup. Et donc, il y a une autre question. Quelqu'un qui demande s'il est possible d'être subventionné de nouveau s'ils l'ont déjà été en 2021. Évidemment, vous pouvez être subventionné de nouveau. Du coup, il y a un processus à mettre en œuvre, c'est-à-dire que si vous déposez une demande pour 2022, lorsque vous allez faire votre demande, vous allez devoir déposer en même temps que vos pièces complémentaires pour le projet 2022 des bilans pour l'action 2021. C'est-à-dire que voilà, ça c'est nécessaire, donc vous aurez une fiche bilan et un bilan financier qui seront étudiés aussi pour votre projet 2022. Voilà. On peut aussi, Gabriel, dire que certains projets peuvent courir sur 2 années. Ça, c'est pour j'allais dire, des porteurs de projets un peu plus aguerris. Quand vous arrivez à avoir un bon rapport avec le partenaire, la structure culturelle, vous pouvez monter un projet sur deux années. Et quand vous déposez votre projet, puisque les appels à projets sont annuels, vous indiquez que votre projet est en 2 volets et que voilà, ça c'est pour les projets plus construits. On ne vous encourage pas forcément quand vous êtes sur une première demande aller vers ce niveau de structuration-là. On vous le dit juste qu'il y a cette possibilité rendue possible, offerte. Pardon. Cependant, la démarche administrative sera annuelle. Évidemment. Merci Anne-Marie. Alors, et j'ai une dernière question pour l'instant, voir s'il y en a d'autres. Donc, n'hésitez pas, en tout cas sur le chat, à continuer à poser vos questions. Vous voyez, on rebondit énormément et ça permet d'approfondir tous les points. J'ai une question sur la convention, c'est-à-dire qu'à un moment, Anne-Marie a évoqué cette question d'une convention possible entre un opérateur culturel et les établissements soit sanitaires, soit médico-sociaux. Et cette personne voulait avoir un peu plus d'explications sur cette question de convention. La convention, je réponds, Sylvie, tu complètes après si je… Donc, la convention entre l'établissement culturel et l'établissement de santé, elle fixe le cadre de votre coopération. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez emmener des enfants d'un IME, par exemple, aller au théâtre? Comment vous allez pouvoir construire de l'action culturelle? Comment ce lien entre la structure de santé, la structure médico-sociale et le lieu de culture se tisse? La convention, et là, j'attire votre attention, est à réaliser entre un établissement culturel et un établissement de soins ou un établissement médico-social. On ne conventionne pas avec un artiste indépendant. Oui, et puis ça vous assure en fait du bon déroulé de votre projet. Non, puis je l'avais mentionné tout à l'heure aussi par rapport aux finances. C'est-à-dire que pour que les choses soient claires aussi entre les 2 partenaires, la plupart du temps, elles le sont. C'est rare quand il y a des remontées sur ce point-là, des divergences sur ce point-là. Mais ça peut être aussi compris dans la convention.
ce point de finance, puisque c'était demandé tout à l'heure. Oui, ça sécurise le projet, absolument. Oui. Et je vais même aller plus loin. Vous pouvez conventionner, ou en tout cas vous rapprocher de votre collectivité. S'il y a une petite saison, un petit théâtre de ville, allez à la rencontre, sollicitez ces acteurs culturels pour la mise en œuvre de vos actions. Et je rajouterai, dans les pièces complémentaires, la convention n'est pas obligatoire, mais vous pouvez la joindre à votre dossier. Donc voilà, c'est un élément intéressant pour voir voilà, l'état de construction que vous avez mené pour votre projet et les différents voilà, éléments que vous avez mis à plat et écrits et signés ensemble. Sachant que voilà, la plupart des pièces complémentaires doivent être signées et par l'opérateur culturel et par l'établissement. Donc voilà, on est vraiment sur, même dans les pièces complémentaires, il y a une co-construction nécessaire et donc une signature nécessaire par les deux co-porteurs de projet. Oui, alors pour être précise aussi par rapport à cette convention, il est arrivé qu'on nous demande une convention type à la Mécano. Je dois dire que je m'y refuse totalement, puisque au-delà du principe qu'a énoncé Vivien, c'est-à-dire que cette convention fixe le cadre de la coopération dans tous ses aspects, chaque convention est à étudier spécifiquement selon le projet, selon les acteurs, selon les implications des différents acteurs. Donc, on peut, nous, avoir un rôle de conseil, d'accompagnement, mais on ne va pas comme ça diffuser une convention type qui n'aurait pas de sens. Voilà, je m'explique aussi sur ça, puisque ça nous a été demandé des fois. Alors, pardon. Non, pardon, Gabriel, excuse-moi. Non, c'était pour sur une autre question, donc si tu veux compléter encore. Non, autre question. Alors, il y avait une question sur le calendrier des actions elles-mêmes et est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum obligatoire d'intervention, de présence de l'artiste et une régularité nécessaire? Non, pour le calendrier, il n'y a pas besoin d'un… Enfin, il y a un minimum malgré tout parce qu'il faut qu'un projet ait quand même une teneur, une durabilité, puisque c'est une politique culturelle. Donc, si c'est pour faire 2 jours, 2 heures en un jour, ce n'est pas un projet. Donc, il y a quand même, oui, un minimum d'heures qui nécessite un projet co-construit un peu durable dans le temps. On n'est pas, pour compléter les propos de Sylvie, on est clairement sur une régularité de l'action menée. Ce n'est pas forcément une rencontre toutes les semaines, c'est une temporalité qui doit se décider avec les équipes artistiques et puis les équipes de soignants ou d'accompagnants. On est quand même sur une temporalité qui dépasse la simple semaine d'intervention. On est sur un projet qui se réfléchit avec les équipes, donc on est sur des interventions qui sont… voilà, qui reste à définir en fonction du budget aussi qui peut être consacré à l'action. Donc, tout cela reste adaptable. On peut être sur une présence très forte, sur une présence un petit peu plus diffuse, mais quand même, on n'est pas sur une intervention ponctuelle. On est vraiment sur une imprégnation du projet artistique au cœur des établissements. Oui, et puis j'en veux pour preuve ce qui a été énoncé tout à l'heure par Vivien Chabrol sur la restitution. Alors, même si elle peut prendre plusieurs formats, voilà, en tout cas, s'il y a restitution, c'est qu'il y a le travail en profondeur avec les usagers, ou en tout cas, et avec les équipes. On ne peut pas imaginer une action extrêmement courte comme ça qui donne lieu à cette restitution, encore une fois, quelle qu'elle soit, voilà, s'il n'y a pas ce travail en profondeur. Il y a une question, puisque tout à l'heure, dans la slide sur la mécano, il y avait marqué valorisation du projet, enfin du dispositif et des projets. Et du coup, il y a quelqu'un qui posait la question de cette valorisation, quelle forme elle prend et en tant que porteur de projet, quelle forme elle doit prendre, cette valorisation? Ben, je crois que tu es à même de répondre. Oui, tout à fait, comme je suis… bien placée pour y répondre. Oui. Alors,
Pas de souci. Effectivement, alors la valorisation est importante dans l'ensemble des objectifs que porte le dispositif. Et donc, il y a une nécessité de valoriser déjà par les porteurs de projets leurs projets, que ce soit en interne au sein de l'établissement. Il y a aussi une nécessité de valoriser auprès des familles ou des aidants ou des accompagnants, en tout cas, voilà, élargir du côté des patients et des usagers. Et puis, élargir aussi du côté des équipes et au sein de tout l'établissement. On l'a vu tout à l'heure dans les critères d'éligibilité de l'établissement, il y avait vraiment une nécessité de faire une communication à toutes les instances et que ça soit, enfin, voilà, que l'action soit connue au sein de l'établissement. Et puis, dans ce dont parlait tout à l'heure Vivien, dans cette volonté aussi d'ouvrir les portes et d'être dans un dedans-dehors, ben, il y a une réflexion à avoir sur cette valorisation-là, c'est-à-dire dans quelle mesure on peut ouvrir les portes ou en sortir ou faire rentrer. Et donc, est-ce qu'il y a une ouverture à certains publics? Est-ce qu'on fait venir la presse? Enfin, voilà, on voit régulièrement des articles dans la presse sur des projets qui sont menés en Occitanie. Et voilà, c'est toujours très agréable de voir qu'il y a l'information qui se diffuse. Donc ça, c'est de la part des porteurs de projets. On sait que voilà, il y a tout un travail à mettre en place. Certains ont des Facebook, certains ont des sites Internet, des lettres internes, etc. Donc voilà, c'est important de faire connaître l'action puisque ça peut ensuite essaimer. Et en tout cas, ça met un peu les projecteurs sur un dispositif et puis des projets qui sont importants au sein des établissements. De la même manière pour l'opérateur culturel qui est aussi à ses réseaux de diffusion et d'information. Du côté de la mécano, donc la plateforme www.culture-handicap.fr est une plateforme, on ne l'appelle pas un site internet, on l'appelle une plateforme parce que vous pouvez poster vos événements sur la plateforme. Donc il suffit de vous inscrire en tant qu'utilisateur et ensuite voilà, vous avez des formulaires à remplir pour chaque événement. Alors pour l'instant, le format, c'est la plupart du temps les événements qui sont postés sont ouverts au public, mais nous sommes en train de faire évoluer cette plateforme où tous les porteurs de projets du dispositif Culture, Santé, Handicap et Dépendance pourront poster, même s'il y a des événements qui ne sont pas ouverts au public, mais pourront décrire leur projet et pourront poster, voilà, on a fait cette restitution, il y a eu ce vernissage, etc. pour voilà, aussi permettre de valoriser ce dispositif et en tout cas faire prendre connaissance aux visiteurs de la plateforme. Oui, puis également la valorisation, elle est importante pour les résidents des établissements également. Donc oui, il faut le partager, il faut également montrer que l'impact de la culture sur la santé est maintenant connu et reconnu, oui. Et après, il y a un enjeu qui dépasse presque, j'allais dire, le cadre du dispositif. C'est certains établissements, c'est être réidentifié au sein de la cité. C'est comment, par exemple, on fait de l'EHPAD non plus le lieu où plus personne n'y va, un lieu, j'allais dire, un peu à la périphérie de nos cités, mais comment on essaie de reconnecter ces lieux en les ouvrant davantage et en faisant revenir le lien et en essayant de faire en sorte que notre regard se porte également à cet endroit-là. Et ce qui est vrai pour les EHPAD, ça peut être vrai pour les EME. Et naturellement, la valorisation va être différente. On va s'adresser à un établissement de santé où là, c'est quelque chose de plus sensible puisqu'on peut s'adresser à des personnes en situation de souffrance, parfois de fin de vie. Donc, tout ça, ça reste à éprouver, cette valorisation avec les équipes. Et je me permets d'ajouter une dernière chose, c'est que parfois la valorisation voilà, prend encore une autre dimension. L'année dernière, l'ARS et la DRAC Occitanie ont publié une publication qui s'intitule « Changer les regards » et dans laquelle on retrouve certains projets qui ont été menés les années précédentes et qui ont été soutenus dans le cadre du dispositif Culture, Santé, Handicap et Dépendance. Et donc voilà, il y a aussi parfois ces mises en regard, mises en valeur d'actions qui ont été menées. Je vous invite aussi à aller la voir. Alors, elle est sur tous nos sites, celui de l'ARS, celui de la DRAC et puis celui de la Mécano, puisqu'en fait, si vous avez besoin d'idées ou d'inspiration ou pour vous imprégner voilà, des différentes possibilités qui peuvent être mises en place dans vos établissements, ça donne voilà, quelques éléments sur des projets qui ont déjà été menés. Oui, ça donne effectivement un prisme et en même temps, ce sont des projets qui, eux, sont déjà réalisés. Donc, effectivement, vous
Moi, je voudrais dire qu'on a quand même bien fait les choses. Vous avez des ateliers, les manettes organisées par la Mécano régulièrement pour poser les questions sur le montage de vos projets. Vous avez une mallette qui reprend thématique par thématique les bons usages. Vous avez une publication qui vous permet de prendre connaissance de l'ensemble des projets déjà réalisés qui ont été des projets soutenus. Donc, je pense que vous retrouverez l'ensemble de ces informations que vous pouvez télécharger sur le site de l'ARS, sur le site de la DRAC, sur le site de la Mécano. Je crois que vraiment, on essaie de mettre à votre disposition les outils pour la réussite de vos projets. Alors, j'ai encore une question sur la mutualisation possible. Donc, on a parlé de mutualisation entre 2 établissements pour un même projet. Donc, ça, apparemment, c'était compris. Il y avait la question, est-ce que c'est possible dans un projet culture santé ou culture handicap et dépendance de mutualiser avec une école, avec un centre de loisirs ou avec une crèche? Oui, sous réserve que le volume d'action reste fléché en priorité sur les résidents de l'établissement médico-social ou sur les établissements de santé. Le croisement de ces publics, notamment une classe de crèche avec un projet qui va travailler avec un EHPAD, oui, ça participe au dispositif et parfois on assiste à des rencontres tout à fait émouvantes, quand c'est bien porté, quand le projet culturel ne consiste pas à amener des petits, voire des papis, des mamies. On est sur un autre projet. Alors, j'ai l'impression qu'on a fait le tour de l'ensemble des éléments. Je fais un petit rapide survol de tout ce que j'ai noté, mais j'ai l'impression qu'on a été bien complet. Est-ce que Sylvie, Vivien ou Anne-Marie, vous avez des choses à rajouter, des choses auxquelles vous avez pensé qu'on n'a pas dites? Oui, moi je voudrais dire, donner un peu d'espoir. Tout ça peut paraître un peu technocratique quand on n'a jamais monté de projet. Mais je voulais vous dire qu'avant tout, ces projets, c'est une rencontre. C'est une rencontre entre une structure culturelle, un établissement. Et à partir de cette rencontre, les formalités administratives qui vont s'en suivre, elles vont, vous solliciter de l'aide pour ces formalités administratives. Je crois que l'énergie que vous allez déployer au travers de cette rencontre va vous permettre de développer des bons projets et on sait que ces projets ils vont avoir une incidence directe sur les résidents, sur les patients. On l'a éprouvé, on en est convaincu, nous, à la DRAC, à l'ARS et à la Mécano, que ces projets y participent au mieux-être. Et c'est l'objectif principal de ce dispositif. Donc voilà, c'était pour finir. Oui, je me joins complètement à ce que vient de dire Vivien. On l'a éprouvé effectivement et l'impact, je le redis, l'impact de la culture sur un patient, sur la santé, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Donc voilà, vous l'avez compris, nous, on est des fervents souteneurs du dispositif Culture Santé Handicap et Dépendance. On reste vraiment à votre disposition pour tout complément d'information. N'hésitez pas à nous saisir sur les sites respectifs des uns des autres. C'est avec plaisir que nous vous répondrons. Écoutez, moi, j'ai rien à rajouter. Je me joins complètement à ce que viennent de dire la DRAC et l'ARS, en l'occurrence Vivien et Sylvie. Simplement pour vous dire, allez, foncez, on attend de beaux projets. Voilà, à vous de jouer. En bref, à vous de jouer. Et on est à vos côtés. Et vous trouverez, alors, du coup, la vidéo de ce webinaire et le PowerPoint sur nos sites respectifs aussi. Voilà. Donc, si vous voulez les transmettre à vos collègues, aux opérateurs culturels ou aux établissements qui n'auraient pas pu y assister, n'hésitez pas. De la même manière, vous allez retrouver l'ensemble des éléments pour candidater aux appels à projets sur nos différents sites, donc celui de l'ARS, celui de la DRAC et celui de la plateforme de la Mécano. Anne-Marie, Gabrielle, est-ce que tu pourrais couper le micro qui reste ouvert Alors, je vais essayer, oui. Pensez bien à tous fermer vos micros, s'il vous plaît. Ouais, je n'arrive pas à trouver qui a le micro ouvert. Voilà. Je viens de le faire, c'est bon. Excusez-moi. Merci, Gabrielle.
Donc, à partir peut-être redire, demain, c'est le lancement officiel de l'appel à projet. Vous pouvez dès à présent vous rapprocher de vos conseillers culturels de proximité. Vous pouvez réfléchir à une action possible. Nous restons à votre écoute, nous restons disponibles. L'ensemble des outils restent à télécharger, sont téléchargeables. Et on souhaite un plein succès dans tous vos projets à venir. Alors, moi, je vais répondre aux dernières questions sur le chat, mais qui ne nécessitent pas des réponses orales à tout le monde. Voilà. Gabriel, je vois que Ludivine Benoît dit qu'il est impossible de télécharger le document « Changer le regard ». Sur quel site? Voilà, c'est ce que j'allais... Effectivement, il est en Calaméo sur la DRAC et l'ARS, mais il est en PDF sur notre site internet, donc www.culture-handicap.fr. Voilà. Et puis, toutes les personnes qui étaient inscrites au webinaire, je vais vous envoyer le PDF du PowerPoint, comme ça vous l'aurez. Et si besoin est, n'hésitez pas à nous écrire en retour. Vous avez nos adresses mail sur, pareil, les sites différents. Un grand merci. Merci à tous d'avoir assisté à ce petit webinaire. Et puis, à bientôt. Voilà, je pense qu'on va arrêter là s'il n'y a pas d'autres questions. Et merci à vous tous et puis on attend vos projets avec beaucoup d'enthousiasme. Merci à tous les participants. Voilà, et on vous attend. À très vite. Au revoir. Au revoir. Moi, je quitte. Moi aussi.